Voilà, nous nous trouvons au musée de Cantouin, à la Maison de la Cabrette et des traditions de l'Aubrac, où on va vous parler du facteur de cabrette, qui est monsieur Claverol, donc, qui est devant moi en train de jouer de la cabrette. Allez, on le suit, il nous amène dans l'atelier. Voilà, merci monsieur Claverol donc pour ce petit air de cabrette. Je crois que Jean-Paul Poirade nous attend, là une fois de plus, il est partout où on veut aller, il nous suit partout. Salut Jean-Paul, donc qu'est-ce que tu as à nous demander? Eh bien écoute, je pense qu'aujourd'hui, cette entrée en matière avec Jean-Louis Claverol, qui est le grand facteur cabrette du Massif central, eh bien ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est d'appeler les milliers de touristes que l'Aubrac accueille chaque année et qui vont bientôt venir rendre visite à Jean-Louis, les inviter à venir à la rencontre de ce patrimoine exceptionnel qui est né de l'imagination et de l'action d'un homme aussi exceptionnel qui était André Raynal, qui a voulu pousser les murs de ce musée de la Cabrette qui existait en 2014, il a été inauguré. Il a poussé les murs pour y accueillir des cabrettes venues du monde entier. Ces cabrettes, ces cornemuses qui viennent des 5 continents, sont aujourd'hui aux côtés de leurs sœurs, les cabrettes du Massif central. Alors, Jean-Louis, aujourd'hui, vous accueille dans son atelier du 19e siècle, qui a été entièrement reconstitué, et il va vous montrer quelles sont les techniques et quels sont les outils qui étaient utilisés pour fabriquer les cabrettes, d'où le titre de facteur cabrette, car il n'est pas là pour poster les cabrettes, mais pour les fabriquer. Il a de l'humour, il a de l'humour. Alors on commence par où, Jean-Louis? Eh bien écoutez, on est devant l'atelier, donc je peux vous parler quelques mots sur cet atelier. Donc c'est un atelier reconstitué, alors cet atelier appartenait à Fabre de Marcollès, dans le Cantal. D'accord. Et bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, donc là on voit, c'était des tours à pédales. Ah oui. C'était des tours à pédales, et ces hommes-là travaillaient à la bougie. Il est décédé en 1942, il creusait les instruments avec des baïonnettes. Les alésoirs que vous avez là-haut, ce sont des baïonnettes qui étaient au bout des fusils à l'époque napoléonienne. Ah oui, d'accord. Et donc ça permettait de faire la conicité de l'instrument de musique. Ah, ouais. Alors ça tournait, il poussait la baïonnette, comment ça marchait? Alors c'est le bois qui tourne, c'est le bois qui tourne, on tient l'outil dans les mains, et donc soit il les creusait en tenant le bois dans la main, et puis tous les soirs ils creusaient l'instrument, ou soit ils étaient équipés avec leur tour à bois, avec une lunette de tournage, et donc le bois tourne, et ils tenaient l'outil, comme ça on maîtrise le chauffement du métal et de la perce de l'instrument. Mais c'était assez précis pour faire une flûte? Alors ils étaient très précis, ces hommes-là, parce qu'aujourd'hui on a des techniques un peu plus modernes, mais ces hommes-là, ils avaient rien, ils savaient tout faire. Ah ouais. Ils arrivaient à faire des instruments extrêmement justes, avec des outils rudimentaires. Parce que quand on veut faire un instrument de musique, eh bien, il faut respecter la tonalité de l'instrument. Donc, faut pas percer n'importe comment l'instrument. Faut que les outils soient vraiment calibrés pour les notes qu'on veut obtenir sur cet instrument. Donc, voilà, ça ne s'improvise pas de devenir facteur. Hein. Voilà, alors quelle était après, une fois qu'on avait percé, donc comme on le voit ici, hein, sur ces cabrettes, enfin sur ces flûtes.
Alors, la première perce se fait avec un forêt. Alors, c'est des forêts qui font 1 mètre de long. Hein. C'est des forêts qu'on fabrique. La première perce se fait avec des forêts d'un diamètre de 3,8, dont l'extrémité est de 3,8. D'accord. Ensuite, on se sert d'outils étagés de manière à pouvoir déjà dégager un peu de bois avant que la lésoire va faire son cheminement. Donc là, cette partie-là, et on voit déjà qu'il y a la lésoire qui a fait son travail. Oui. Il faut savoir qu'il y a trois mince, j'arriverai pas à trouver les mots. 3 dimensions. Alors, il y a 3 cônes différents sur D'accord. cet instrument de musique. La première dimension, c'est ici, c'est le pavillon. Donc là, c'est un alésoire bien spécifique. Ensuite, au milieu, on appelle ça lame. Donc là, il faut un outil bien spécifique aussi. Et après, on a une perce conique, c'est le fondange. D'accord. Voilà. En sachant qu'on a plusieurs tonalités sur cette cornemuse. Donc, il faut fabriquer 3 outils différents en fonction des tonalités qu'on veut obtenir. D'accord. C'est la grandeur du trou pour la tonalité il fait alors la grandeur du. Alors là, du ah oui, le diamètre de l'alésage, plus l'instrument est court, plus la pente est élevée. Plus l'instrument est long, moins il y a de pente. Donc c'est pas fait au hasard. Il faut savoir quand arrêter la lésoire. Il y a des endroits bien précis, sinon l'instrument il faut. Ah, d'accord. Et puis même l'épaisseur du bois influe sur l'instrument de musique. Là, quand on voit les trous de notes, bien on appelle ça des cheminées. Bien si vous avez trop de matière, bien vous avez un instrument qui va jouer faux. D'accord. Ok. Oh, le tour il est super, il fallait encore le trouver. Ensuite. Alors bien sûr, il y a la fabrication d'anches. Alors ça, c'est 90% de l'instrument de musique. Alors les hanches, bien sûr, c'est fait avec du roseau. D'accord. Et ces roseaux vont être gougés à 6 dixièmes d'épaisseur. Une fois qu'on a gougé ces roseaux, ben, il va falloir fabriquer des outils pour les mettre en forme de losange. Et puis ensuite, il va falloir travailler un canon de cuivre qui va être incorporé, comme ici, un canon de cuivre qui va être incorporé dans les roseaux. Ouais. Donc ces canons de cuivre sont calibrés en fonction de la tonalité de l'instrument. Ensuite, on va ligaturer avec du fil poissé ce canon de cuivre et le roseau en lui-même. Et tout ça, ça va être gratté avec des coupe-choux, des rasoirs de nos grands-parents. D'accord. Voilà. Et après, c'est la phase accordage. Alors ça, c'est une opération qui est très très délicate et on n'est pas nombreux à réussir ce genre de. Alors tout à l'heure, tu as pris une cabrette, elle marchait pas du tout. Oui. Tu as arrangé ça et tu es arrivé à la faire marcher. Oui. D'accord. Et en faisant ça. Alors oui, parce que le pied de cabrette que j'avais reçu, c'était un pied qui n'avait pas fonctionné depuis longtemps. Et quand ça ne fonctionne pas, le roseau a tendance à se fermer. Ah oui, d'accord. Donc cette ligature qui se trouve ici permet de pouvoir ouvrir et fermer les 2 lamelles. Parce que là, c'est 2 lamelles qui vont rentrer en vibration. Ouais, attends, je ne sais pas si j'y suis. Ah oui, ça y est. Voilà. Alors celle-ci, vous voyez, elle est complètement fermée. Donc si on voulait la faire fonctionner, il faudra appuyer ici pour écarter. Alors il faut en faire très peu parce que ça casse comme du verre. Oui, oui. Donc bon, quand on connaît, on peut se permettre de faire ça, mais la plupart des musiciens, autant vous dire qu'ils n'y touchent pas. Ils n'y touchent pas, ils préfèrent venir te voir. C'est pas conseillé d'y toucher. Ils viennent au musée de la Cabrette et ils viennent voir Jean-Louis. D'accord. D'accord. Ensuite. Alors ensuite, bien sûr, il faut travailler le cuir. Ouais. Donc généralement, ces instruments sont faits avec du cuir de chèvre, puisque la chèvre a l'avantage d'être un cuir qui est très peu poreux. Oui. Donc aujourd'hui, ces cuirs sont tannés spécialement pour cette cornemuse. Nos anciens utilisaient aussi des bovins, mais forcément ça demandait de l'entretien. Donc quand ils cousaient les cuirs, ils laissaient un bout de graisse au fond du cuir, qu'on appelle du suif. Et quand la poche était poreuse, eh bien ils laissaient la poche à la cheminée ou en plein soleil, le suif fondait et il massait le cuir. Ça nourrissait le cuir parce que une fois que le cuir est dans le velours, on ne peut plus y accéder. Ah oui, oui. Donc ça permettait de renourrir le cuir et puis voilà, il devenait un peu plus souple et vous pouvez continuer à jouer. Aujourd'hui, on n'a plus cet inconvénient là. Ah oui, oui, oui.
puisque le cuir de chèvre ne nécessite aucun entretien. D'accord. Là, ce soufflet, je l'ai fait il y a à peu près 20 ans, et il n'a jamais craqué au niveau des plis. La chèvre, ça ne demande pas d'entretien. Ouais. Et Dieu sait s'il fait des va-et-vient. Ça aussi, c'est un art de faire un soufflet. Alors, oui, il y a des techniques, hein, c'est pas des soufflets de barbecue, hein, puisqu'il faut que ce soit des soufflets très étanches. D'accord. Puisque sinon, le musicien passerait son temps à gonfler. Ouais. Donc, sur un soufflet comme ça, il y a plus de 200 clous. Il y a un montage de cuir qui est bien spécifique. Il y a un clapet anti-retour parce que l'air rentre ici. D'accord. Rentre ici et puis derrière. Alors il y a 2 entrées parce que souvent on a des blouses et les blouses se viennent masquer les trous, donc on a toujours un trou derrière. Donc l'air rentre ici, et une fois qu'il est dans le soufflet, il faut un clapet anti-retour qui ferme le tout. Pour pas que l'air reparte. Et il ressort ici. D'accord. Il ressort dans cette partie-là. Donc c'est pour ça qu'il faut une étanchéité parfaite. Ensuite, ça va alimenter la réserve d'air. Et à ce niveau-là, on a encore un clapet anti-retour parce que l'air qui se trouve ici, il ne faut pas qu'elle revienne dans le soufflet. D'accord, oui, il faut rien qu'il parte dans la flûte, d'accord. Donc c'est toute une succession d'air qui va naviguer et qui est piégé à l'intérieur. Et à chaque fois qu'elle circule, elle est piégée, elle ne peut pas ressortir. D'accord. Et alors, là, je vois que, bon, comment s'appelle la tête donc, de ta cabrette, oui. Elle est rigolote quand même. Ben oui, parce que comme je suis le seul à pomper, je me suis dit, s'il y en a un qui m'aide à souffler, ça va être plus facile. Ouais, génial, ouais, d'accord. Ouais. Donc j'avais fait ce petit bonhomme, que j'ai trouvé marrant, et puis bon, je voulais pas le garder, mais autour de moi on m'a dit non, laisse-le, c'est marrant. Bah oui, c'est bien. Mais l'idée est excellente. Et après, alors, tous ces outils, mais voilà, on y est là au soufflet justement qu'on parlait. Voilà, ça c'est un éclaté d'un soufflet, donc la plupart du temps on utilise du noyer, parce que c'est des bois qui sont très légers, parce qu'il faut éviter quand même de travailler du chêne, hein, parce qu'on n'est pas là pour non plus être bûcheron. Donc on prend des bois très légers, et donc là j'ai fait un soufflet que j'ai à peine construit, de manière à montrer comment est fait l'intérieur. D'accord. Donc il y a trois planchettes. Ah oui. 3 planchettes, reliées le tout par des charnières. Donc le tout, c'est de ne pas voir apparaître, bien sûr, les vis à travers. Hein. Donc là, il y a des techniques de montage. Il y a l'appui costal qui se trouve ici. L'appui costal qui va venir contre le musicien. Donc qui va se mettre sur une planchette. Et ensuite, une fois que tout est monté, il faut faire le clapet anti-retour. Et après, il y a le montage du cuir. D'accord. Voilà. Le premier cuir qu'on voit apparent ici, c'est pour éviter que le deuxième cuir qui va venir autour ne se blesse avec les va-et-vient du soufflet et notamment les charnières. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est... moi, j'ai rien inventé. C'est les anciens qui m'ont... Mais tu l'avais appris où, toi? Alors moi, je l'avais appris avec Jean Marginier. D'accord. Jean Marginier qui m'a au départ enseigné la fabrication des sacs et des soufflets. Puisque j'ai appris moi sur la région parisienne, je suis rentré dans l'association Cabrette Cabretaire, et à l'époque le président Guy Le Tur m'avait demandé si je pouvais faire des cabrettes, parce que ces gens-là prenaient de l'âge, et donc ils pensaient à renouveler les fabricants. Moi, j'aimais bien travailler le bois, donc faire une cabrette complète, ça prend énormément de temps, puis je ne connaissais rien. Donc, on s'est divisé la cabrette en 3. C'est-à-dire qu'il y avait Roger Servant qui faisait l'épée de cabrette. Moi, j'étais chargé de faire tout ce qui était sac soufflé. Ouais. Et Victor Rossini, il faisait des hanches. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on arrivait à sortir des cabrettes dans des temps qui étaient relativement raisonnables. D'accord. Voilà, alors quand on vient au musée, il y a un fil qui passe, on te voit travailler là. Alors c'est pas moi qu'on voit travailler, c'est Joseph Ruholz. D'accord. Joseph Ruholz, il a fait des cabrettes, il en a fait des milliers cet homme-là, des cabrettes. Hein. Donc ça a été une référence pour beaucoup de facteurs, puisqu'on a tous été voir cet homme-là pour connaître un peu les secrets de la fabrication de l'instrument. C'est du moins qu'un tour à faire, ça, non? Alors lui, il utilise un tour à faire, donc chaque facteur a sa propre méthode. Alors moi j'ai 3 tours, dont un à faire, mais ça c'est plus pour le travail de l'outillage. Et j'ai 2 tours à bois.
Ah ouais. Mais je préfère travailler comme là, à main levée, Ah ouais. parce que... Pas évident quand même. alors, je le fais à main levée, je n'aime pas les copieurs, parce que pour moi, c'est l'accouchement de la cabrette. Voilà. Je sens ressortir la cabrette. D'accord. Ouais, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Fais voir un peu ce que ça donne alors, quand on a fini la cabrette, ça fait quoi? Parce que moi, on a fini de faire le tour de l'atelier, mais je crois que Jean-Paul a 2-3 questions à te poser, mais juste un petit morceau, pas très long. Ils adorent ça, nos spectateurs. Oui. Bon, là, j'ai pris une tonalité qui est relativement longue. Qu'est-ce que je veux faire? Merci Jean-Louis. Alors je crois que tu as quelques questions à lui poser encore. Oui, alors déjà, précisons quand même que cette muséographie nouvelle, avec une cinécénie exceptionnelle, on la doit aussi à la collaboration d'André Ricrot, qui a été fondateur de l'Association des musiques du Massif central, et qui a été un peu le découvreur de ces cornemuses au travers des âges et surtout au travers des continents, et avec, bien sûr, la complicité de Jean-Louis Claveyrolle qui a apporté toute sa technique de fabrication de la cabrette qui n'est qu'une cornemuse, en fait. Hein. C'est une cornemuse. C'est une cornemuse. Voilà. Et voilà. on vient quand, là, pour visiter? Alors, on peut venir visiter. Alors là, il y a des saisons. Donc, c'est Jean-Louis qui est à même de nous renseigner. Alors, pour cette saison d'été, quels vont être les jours d'ouverture et les horaires d'ouverture? Alors, pour cet été, à partir du mois de juillet, on est ouvert juillet et août, 7 jours sur 7. Et en septembre jusqu'au mois de décembre, on va être ouvert 5 jours par semaine, c'est-à-dire du mercredi au dimanche. D'accord. Toujours en après-midi, de 14h à 18h. On peut téléphoner au musée, bien sûr, pour Alors réserver. bien sûr, faut penser, vous pouvez vous renseigner, on a un site internet, donc on peut se renseigner sur le site internet, on nous retrouve assez facilement. Je peux vous donner mon numéro de téléphone, puisque c'est par moi que... Donc c'est 06 43 32 48 88. Et pour les groupes, c'est ouvert 7 jours sur 7 sur rendez-vous. D'accord, ben voilà, ben on aura fait le tour de la question, on aura fait le tour de la cabrette, et maintenant il faut absolument venir, n'est-ce pas Jean-Paul? Qu'est-ce que tu en dis toi? Ben, moi je pense que le plus bel hommage que l'on puisse rendre à André Rénal, qui a été un homme exceptionnel, c'est de venir à la rencontre de cette nouvelle muséographie, et surtout de regarder le travail qui a été fait déjà par ceux qui ont monté la cinécénie, qui est exceptionnel, et puis cette volonté qu'avait cet homme, André Rénal, pour, dans un petit village comme Vignes, qui est quand même le hameau classé du village de Cantoin, d'avoir l'espérance que ce musée serait la façade, la vitrine de toutes les traditions de musique du Massif central à Cantoin, petit village de l'Aveyron. Merci. Et pour ça, je crois qu'on peut rendre hommage à notre ami André Rénal. Voilà, mais moi je rends hommage à tous ceux qui travaillent dans ce musée parce qu'il y a un sacré boulot et c'est vraiment exceptionnel. Alors moi je ne vais pas vous montrer plus du musée parce qu'il faut que vous veniez le voir. Croyez-moi, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues nulle part ailleurs, que c'est le plus grand musée du monde de la cabrette, donc de la cornemuse. Donc il faut absolument venir, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Où que vous soyez, et vous les Lozériens, surtout faites voir que les Lozériens, nous sommes solidaires des Aveyronnais. Allez, dernier morceau? Attends, non, tu dis autre chose. Oui, alors il y a des cornemuses, mais il y a aussi des accordéons, des vielles et des violons. Voilà, eh bien, écoutez, ils découvriront tout ça en venant. Allez, fais-nous un petit dernier, là, je m'en aille. Mais je vais changer de tonalité. Ah, tu veux changer de tonalité. Alors voilà, tu changes de tonalité en changeant le... Comment on appelle le... On appelle ça un pied. Un pied. Un Voilà, pied de d'accord. cabrette. Eh bien, je te suis, puis comme ça, voilà, on va pas montrer, on l'a fait, il y a déjà une vidéo qui circule sur YouTube, sur Podpoint YouTube, sur le musée, entièrement, donc si vous voulez en savoir plus, cherchez la vidéo du musée de Cantoin, sinon, eh bien, venez, mais je crois que le mieux c'est de venir, parce que franchement, et puis les explications de Jean-Louis, ça mérite de venir le voir. Mais voilà, Jean-Louis va nous interpréter un petit morceau, et ce sera la fin donc de notre petite vidéo.
merci Continuez Jean-Louis. un petit peu. Merci Jean-Louis, à bientôt. Donc, on va essayer de t'envoyer du monde. Eh bien, nous, on s'en va, on retourne dans le département de la Lozère et on vous invite à venir au musée de Cantouet. Salut à tous, bonne soirée.